Donc bonjour, à tous et à toutes, pardon. Donc Muriel Maffesoli, je suis, la directrice de l'Observatoire, régional de l'intégration et de la ville. Donc aujourd'hui, on va avoir une séance, plus particulièrement autour du réseau, de l'intégration, des acteurs de l'intégration du Grand Est autour des questions de logement. Alors, on a conçu, ce temps avec, en lien avec, la DRETS et le SGAR, Grand Est. Alors pourquoi on a choisi le logement? Parce qu'en fait, effectivement, dans les enjeux de parcours d'intégration, c'est un des enjeux clés, alors qui est souvent moins mis en avant, en tout cas pour la plupart des primo-arrivants. On va revenir justement parce qu'on a des situations différentes selon les publics, mais en tout cas, c'est souvent moins marqué que la question de l'emploi. Or, on sait, hein, par tous les travaux, que les 2 sont intimement liés et qu'on ne peut pas, traiter, l'un sans traiter l'autre. Finalement, c'est un élément, important. Du coup, on est aujourd'hui, c'est la 3e séance de séminaire. On a eu, le dernier séminaire, c'était il y a 15 jours à peu près. Donc, on n'a pas pu mettre encore en ligne tous les éléments, du précédent séminaire. On vous mettra tout ça à l'issue du séminaire d'aujourd'hui, pour que vous ayez les différents éléments et le replay et les documents que j'avais évoqués la dernière fois. Donc la fois précédente, nous avons évoqué les questions d'emploi. Nous avons eu, la chance d'avoir, 3 témoignages la dernière fois autour des questions d'emploi et notamment du lien avec, le monde de l'entreprise. Et donc, aujourd'hui, on a fait un peu le même pari. C'est une petite introduction que je vais être amenée à faire sur les enjeux de logement de manière générale, par rapport aux personnes primo-arrivantes, mais aussi plus largement sur les publics, on va dire, immigrés. Et après, on aura le témoignage en fait de 3 acteurs, qui sont répartis sur l'ensemble du Grand Est et qui sont amenés, du coup à assurer des fonctions d'accompagnement, voire d'hébergement et d'accompagnement également, notamment des réfugiés dans le cadre des enjeux de logement. Voilà, on y reviendra tout à l'heure. Alors peut-être avant, de venir sur les expériences elles-mêmes, peut-être un rapide point, sur finalement cet enjeu, par rapport au logement. Alors j'évoquais le fait que c'était des fois moins souvent mis en avant que, la question de l'emploi. Ça dépend parce que, par exemple, sur les publics réfugiés, la question du logement, elle est centrale, hein, puisqu'en fait, il y a un enjeu très fort par rapport à la question de l'hébergement et notamment, des établissements, qui assurent l'hébergement, les résidences sociales, les CADA, et cetera. Puisqu'en fait, le public qui a pu obtenir le statut de réfugié est amené à quitter assez rapidement, voilà, au regard de la loi, ces espaces pour pouvoir bénéficier, d'un logement, c'est-à-dire de droit commun comme tout le monde et cetera. C'est un peu plus complexe que ça, hein, il y a plusieurs obstacles qui se posent, bien évidemment. Un des premiers obstacles, et on ne peut pas faire l'impasse sur cette question quand on parle du logement, c'est le marché du logement lui-même, en tant que tel, qui est différent selon les territoires. Dans le Grand Est, on a des territoires où on a un marché du logement extrêmement tendu, d'autres endroits, un marché distendu. Du coup, la possibilité d'accéder à un logement ne va pas être du même type. La répartition entre les différents types de logements ne vont pas non plus être les mêmes selon les territoires, hein. La capacité de mettre à disposition du logement social est pas du tout répartie de manière, égalitaire sur le territoire, Grand Est comme ailleurs, hein. C'est pas spécifique, hein, mais on a des territoires et des villes, notamment des villes, qui sont politiques de la ville, qui ont un pourcentage de logement social assez important et d'autres endroits où on ne l'a pas. Et on voit que quand on regarde cette question du logement, que finalement, selon les territoires, les logements, qui vont être les premiers logements, d'occupation et cetera, peuvent varier entre le logement privé, le logement social, en particulier. Bien évidemment, c'est aussi, et je reviendrai sur des données et des analyses qui ont été faites, le logement de particuliers, pour la mise à disposition par des particuliers peut être aussi un enjeu important. Alors, on évoque souvent, je disais, la question du logement par rapport aux réfugiés, ou plus globalement les bénéficiaires de la protection internationale. La question du logement, elle va toucher plus largement aussi les autres catégories de primo-arrivants, notamment ceux qui vont vouloir bénéficier du regroupement familial. Alors souvent, on le met moins en avant, mais pouvoir bénéficier du regroupement familial, donc être étranger
et pouvoir faire venir son conjoint ou ses enfants mineurs demande des conditions de ressources et de logement. Et là, on a une vraie problématique, mais qui n'est pas récente, hein, c'est que pour pouvoir euh, enclencher, on va dire, la demande de regroupement familial, il faut pouvoir bénéficier, ou à tout cas faire état de la possibilité d'avoir, au moment de l'arrivée de la famille, un logement qui va correspondre à la taille de la famille. Or, quand on est en logement social et qu'on veut prétendre à un logement plus grand, bien évidemment, le bailleur, lui, va attendre que cette famille soit là. Donc, on a une difficulté, c'est très variable selon les bailleurs, hein, mais c'est cette question, cette condition de logement pour les primo-arrivants, enfin, en tout cas pour les familles qui veulent bénéficier de regroupement familial, est souvent un élément complexe. Du côté des autres primo-arrivants, qui sont, on l'avait vu hein, lors de notre première séance de séminaire, qui a ouvert la majorité des primo-arrivants, c'est-à-dire les membres de famille de Français, les membres de famille de réfugiés, etc., la question ne se pose pas du tout dans les mêmes termes, puisqu'a priori, ils viennent dans une cellule familiale qui est déjà installée, donc qui bénéficie d'un logement. Donc, bien évidemment, la question du logement ne va pas se poser de la même manière. Par contre, ce qui va être l'élément central, c'est de bénéficier d'un logement autonome. Parce que ce qu'on voit et ce que l'on sait depuis des années, c'est que le process d'intégration, les processus qui vont permettre l'intégration vont être plus faciles à mettre en œuvre quand on est dans un logement autonome. Donc, c'est un enjeu en soi. Mais on voit bien, à travers ce très rapide tour d'horizon que je donne des trois grandes catégories hein, de public, hein, voilà, on n'a pas les mêmes enjeux de logement. Aujourd'hui, on va focaliser dans la présentation des expériences sur le logement des réfugiés, parce qu'il y a une problématique spécifique qui seront exposées par les personnes qui sont là et qui ont accepté franchement au pied levé, et je les remercie, j'en profite d'être avec nous, mais je voulais quand même rappeler la logique complète de cette question du logement. Lorsque nous avions eu notre séance d'octobre, on avait fait un petit travail de diagnostic et on avait été amené donc à questionner des aspects liés à l'emploi et au logement. Je voulais là, dans la poursuite de la réflexion, mettre en avant les points que vous aviez mis en exergue. Vous aviez notamment évoqué le fait qu'une des problématiques les plus importantes sur le logement, c'était ce manque d'offres de logement et donc un marché du logement très, très différent. Alors, c'est vrai qu'en plus, souvent, quand on évoque la question du logement, on va majoritairement évoquer la question du logement social. Et les travaux réalisés montrent qu'en fait, c'est plutôt le champ du logement social qui joue finalement le plus le jeu d'hébergement en situation de tension. Je crois que c'est intéressant de le dire parce que souvent, on va focaliser sur l'attitude ou le problème des bailleurs sociaux. Or, quand on regarde globalement la question du logement, c'est quand même, en tout cas par rapport à la question migrante, un levier vraiment important. Et du coup, ça doit nous interpeller sur la capacité de travail et de relations et des actions à mener avec les bailleurs sociaux. J'ai eu l'occasion là de retomber sur une étude qui date de juin 2019, qui a été réalisée par l'Union sociale de l'habitat, qui s'appelle « Contribution des bailleurs sociaux au logement des réfugiés, état des lieux des bonnes pratiques ». C'est un rapport qui a été produit par un cabinet qui s'appelle Force Recherche Sociale. Je vous le mettrai parmi les éléments de ressources, parce que je trouve qu'il est assez intéressant sur… Bon, il est tombé en même temps. C'est assez intéressant sur qu'est-ce qui peut se pratiquer. Donc ça, c'était un des points que vous évoquiez. Un des autres, c'est que les logements disponibles peuvent être en inadéquation par rapport à la taille des familles. Alors, j'allais dire, là, on a peut-être aussi une représentation de la taille des familles immigrées. On reste souvent sur l'idée que c'est une famille avec de nombreux enfants, donc une grande famille qui a besoin de grands logements. Quand on regarde de près les primo-arrivants, la formation de la famille se faisant dans le temps, en fait, au moment où la demande de logement se fait, on n'est pas forcément sur des grands logements. Voilà. Et ça aussi, il faut peut-être qu'on le regarde un peu autrement en tant que tel. Vous aviez pointé dans
dans les remarques que vous avez faites, un constat d'un turnover très important et donc la difficulté d'avoir un temps disjoint entre le temps du contrat d'intégration républicaine et donc ce qui est prescrit en termes de fonctionnement dans notre politique d'intégration, on va dire, et puis la réalité de ce que vivent les personnes dans leur mobilité résidentielle. Une étude récente portée par l'INED notamment, sur laquelle je reviendrai après, qui est ce qu'on appelle une étude longitudinale. Donc c'est une étude d'une cohorte suivie dans le temps. Cette étude s'appelle ELIPA. C'est la deuxième étude faite. C'est en fait le suivi d'un certain nombre de primo-arrivants en France qui permet de voir comment les choses évoluent. Cette étude, elle corrobore le constat que vous avez de turnover et montre qu'effectivement, le public primo-arrivant change souvent en fait, de logement. Ça peut poser des questions aussi en termes d'accompagnement et la possibilité d'accompagnement. Du coup, le paradoxe qu'on a, c'est que d'un côté, on va avoir ces nouveaux réfugiés qui sont en CADA ou en structure d'hébergement et qui aimeraient pouvoir trouver un logement et qui, eux, sont à cette recherche et vont être accompagnés pour pouvoir sortir du logement. Et de l'autre côté, on se plaint, entre guillemets, du turnover trop important d'un certain nombre de personnes. Vous aviez pointé aussi la question de la crainte d'un certain nombre de bailleurs pour accueillir ces publics. Alors, elle existe, et à la fois, elle peut être sur des bailleurs sociaux, mais j'allais dire surtout plutôt sur des bailleurs privés. La question qui est souvent mise en avant là-dedans, c'est comment travailler des leviers comme l'intermédiation locative qui va permettre justement de rassurer le propriétaire par rapport à ce public-là. Je pense qu'on y reviendra dans les expériences qu'on évoquera. Autre point que vous aviez mis en avant, c'est le fait que ces publics qui arrivent n'ont pas l'habitude d'occuper, d'avoir une pratique locative. Hein. Voilà, ils ne connaissent pas les règles. Donc, comment on travaille cette question des règles, comment on va accueillir ces personnes, notamment dans des établissements, dans les structures collectives, que ce soit au moment de leur démarche ou que ce soit après dans un logement social. Par rapport à cette question, je voulais un instant mettre en avant la situation globalement du logement en ouvrant un peu plus le champ, en décalant de la question simplement du logement des primo-arrivants et d'aller sur le logement des immigrés. Les dernières données statistiques disponibles de la part du lycée autour de la question du logement des immigrés. Alors, je reprends la définition d'immigrés, parce que jusqu'à présent, j'ai parlé des primo-arrivants, donc des personnes nouvellement arrivées en France depuis moins de 5 ans, ayant obtenu un titre de séjour, les amenant à rester sur une longue durée en France, primo-arrivants, donc bénéficiaires du contrat d'intégration républicaine. Et de l'autre côté, on va avoir le public immigré, c'est-à-dire les personnes qui sont nées étrangères à l'étranger, qui ont migré et qui sont aujourd'hui sur le territoire français. Donc, on a des primo-arrivants, mais on a aussi des gens qui peuvent être là depuis 15 ans, 20 ans, 30 ans, peu importe. Parmi ces publics immigrés, enfin, l'analyse du logement des personnes immigrées nous montre très clairement que c'est certainement le champ, d'un point de vue socio-démographique, où on constate les différences les plus marquées avec le comportement des non-français. Et ça, c'est une donnée qui est valable depuis des années. Et l'écart qu'on relève ne s'est pas réduit, en fait, depuis le temps. Donc ça doit être quelque chose qui nous interroge. Il y a certainement des raisons très objectives, et j'y reviendrai un moment, mais il y a aussi un certain nombre de raisons objectives qui doivent nous questionner sur ce point, et il y a des dimensions historiques qui expliquent ces différences. Alors, première différence, c'est en France, on va dire globalement, 60% de la population non immigrée est propriétaire de son logement. 60%. Quand on regarde au niveau de la population immigrée, on tombe en fait sur un pourcentage de 36%. C'est quand même un écart assez marquant. Alors bien évidemment, quand on va regarder les pays d'origine, on peut avoir des différences très fortes. Hein, et on a des différences très fortes. Par exemple, par contre, les Italiens vont avoir un taux de propriétaires à 65%, donc
plus élevé, j'allais dire, que la moyenne qu'on va retrouver au niveau de l'ensemble des ménages et des Français. Par contre, on va trouver seulement 15% de propriétaires par rapport à un certain nombre de ressortissants des pays d'Afrique, notamment d'Afrique subsaharienne. Là, on voit bien qu'à la fois, on va avoir quelque chose qui est de l'ordre de la culture, hein, de la propriété. C'est une conception quand même très particulière de l'approche du bien, etc. C'est aussi une question financière des moyens et des revenus. C'est aussi une histoire en lien avec la période où ils sont arrivés en France, etc. et la disponibilité des logements. Quand on regarde la question du locatif, là aussi, on a une différence assez marquée puisqu'effectivement, on a une surreprésentation de la présence immigrée, des personnes immigrées en logement HLM. Pour l'ensemble de la population non immigrée, le pourcentage de personnes en logement social, c'est 13% de la population. Parmi le public immigré, c'est 31%. Donc là aussi, le double. Les autres personnes sont dans du logement privé et là, on va retrouver un écart moindre puisqu'on est entre 21 à peu près et 25%. Donc, on voit bien quand même des différences assez marquées et quand on essaye de comprendre les raisons, j'en ai évoqué un certain nombre, il y a la question du revenu, mais la question de le moment d'arrivée dans le territoire français a pu jouer un élément extrêmement important. Par exemple, on a une très forte représentation de la population originaire d'Algérie dans les logements sociaux. Et quand on voit les dates à laquelle ils sont arrivés, c'est vrai que ça correspond très fortement avec finalement le développement du logement social dans les années 50 et 60. Et du coup, il y a eu une proportion plus forte d'installation. Il y a eu les effets de crise après qui ont bloqué les trajectoires résidentielles. Mais on voit bien que quand on veut comprendre le logement, il faut à la fois avoir une dimension historique à prendre en compte. On n'est pas dans les mêmes temporalités et ce n'est pas seulement la question du pays d'origine qui va jouer, c'est le moment où on arrive sur le territoire. Il y a le territoire où on arrive. Quand on arrive sur un territoire où il n'y a pas de logement social, forcément, on va aller dans d'autres sites. Par exemple, il y a les premiers travaux à l'Orive, il y a longtemps, qu'on a menés, c'était autour du questionnement des populations originaires de Turquie et le fait qu'ils, je mets des guillemets, ils envahissaient les centres-villes des petites villes alsaciennes. Après, ils arrivaient à un moment donné où le logement social était donc peu disponible dans ces territoires, où même s'ils arrivaient sur Strasbourg, par exemple, ou ailleurs, ces logements étaient occupés. Donc forcément, ils ont été dans des autres niches de logements et effectivement, ils ont développé un type de logement, soit en étant avec des compatriotes qui développaient du logement et qui mettaient à disposition, ce qui s'est fait déjà il y a des années avant avec les Italiens, qui avaient exactement la même logique. Donc c'est intéressant, je trouve, quand on regarde la question du logement, de ne pas la prendre seulement sur la dimension de la nationalité. Voilà. Tout ça pour montrer effectivement l'importance que revêt le logement et l'analyse de cette situation et l'importance du coup de travailler cette question du logement et d'un logement autonome. Pour terminer ce propos introductif, je reviens donc sur cette étude ELIPA, donc ELIPA, donc qui est une étude, c'est la deuxième étude qui est menée sur cette étude longitudinale auprès quand même d'un grand nombre de personnes primo-arrivantes et qui sont suivies sur la durée. Alors qu'est-ce qu'elle nous dit cette étude? Là, je prends des travaux qui ont été publiés en 2019 et tous les ans, en fait, ils sortent des travaux nouveaux. Donc, le constat qu'il faisait à l'époque, qui est ciblé sur les primo-arrivants, il mettait en avant qu'un primo-arrivant sur deux qui arrivait en 2019 est arrivé dans un logement locatif. 37% d'entre eux, alors au total, 57% de toutes les arrivées se faisaient en logement locatif, 37% dans le parc privé, 20% dans le parc social. Ça veut dire que le premier niveau d'arrivée n'est pas forcément dans le social, mais va être dans le privé, avec toutes les limites que ça peut avoir un logement adapté, un logement qui ne soit pas salubre, etc. On sait qu'on a des secteurs où on questionne quand même. Alors, cette question du logement,
je la porte là sur la question de la population immigrée, mais on est bien d'accord qu'on a d'autres publics qui sont en vulnérabilité, qui vont rencontrer les mêmes difficultés, hein. Et c'est bien aussi ça, c'est que souvent ils peuvent être en tension avec, d'autres publics, qui eux-mêmes rencontrent des difficultés par rapport au logement. Heu, donc ce qui est intéressant de relever, c'est que, ils ont constaté dans leur analyse, hein, qui est sur des individus précis, que les femmes se retrouvent plus souvent dans le logement social que les hommes. Les hommes vont être plutôt, en fait, dans du parc privé. Voilà, ça c'est un autre élément qui a été mis en avant. Heu L'autre point, c'est qu'ils constatent quand même qu'une part importante de ces primo-arrivants, ne disposent pas de logement autonome. Alors j'évoquais l'importance de cette question du logement autonome. En fait, ils sont hébergés, par un particulier qui peut être un parent ou un ami. Hein, c'est ce que j'évoquais précédemment, cette logique, d'apport d'un tiers. Heu, on va nous parler des personnes qui sont en hébergement collectif, mais en fait, dans la totalité des primo-arrivants, il y a que moins d'un primo-arrivant sur 10 qui finalement est dans un hébergement collectif. Par contre, bien évidemment, c'est plus souvent le cas des réfugiés. C'est assez logique, hein, puisqu'ils ne sont pas ou rarement à rejoindre quelqu'un qui est déjà installé. Il faut une demande d'asile. Et dernier point que j'évoquais tout à l'heure, cette étude montre que les personnes primo-arrivantes ont une mobilité résidentielle forte les premières années d'installation, d'obtention de leur titre de séjour, où en fait ils vont essayer de trouver le logement qui va être le plus favorable. Du coup, là aussi, ça peut venir en percuter, les logiques, des politiques publiques, hein, puisque depuis quelques années, le choix qui a été fait, au niveau de la politique publique, notamment pour les publics, relevant de l'asile et du statut de réfugié, c'est le dispositif, national, visant à répartir, l'ensemble des populations, avec le développement d'un certain nombre d'hébergements CADA ou autres, hors des grandes villes et des grandes métropoles, justement pour, aussi trouver des espaces où on va pouvoir construire, ce type de logement, mais aussi, déconcentrer, les populations. La question qui peut se poser, c'est que, ça ne veut pas dire forcément que les personnes vont rester à cet endroit-là et ça va nous poser à nous tous un certain nombre de questions sur qu'est-ce que veut dire le développement d'une action, heu, territorialisée d'intégration, alors qu'effectivement, nous, on conçoit les choses à des échelles territorialisées et on va avoir un public qui, lui, peut être très, mouvant et qui va se déplacer, d'un espace à un autre. Voilà. J'ai essayé là de brosser rapidement, hein, depuis la vision qui est la nôtre de l'ORIF, on n'est pas des hébergeurs et pas des spécialistes de la question du logement des réfugiés, hein, un 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 1er état des lieux de ces questions et des enjeux autour du logement. Merci encore à madame Amar et je vous passe la parole. Merci. Donc n'hésitez pas à m'interrompre si besoin. Elisa Amar, donc je travaille pour l'ATM, l'association pour l'accueil des travailleurs et des migrants. Donc je vais, avant d'aborder vraiment le sujet, à travers l'hébergement et le logement des réfugiés, je commence par une petite présentation de la structure. Donc, l'ATM a été créée en 1967 à l'initiative de chefs d'entreprise pour héberger les travailleurs étrangers. Au départ, du coup, l'ATM a géré un foyer de travailleurs migrants. Et puis, rapidement, voilà, elle a complété sa mission d'hébergement par la mise en place d'autres actions à caractère social, comme l'aide à la résolution de problèmes administratifs, cours de français, etc., pour faciliter l'intégration des populations d'origine étrangère dans la société française. Alors, au début des années 70, donc là, sous l'effet du regroupement familial, l'association a commencé à accueillir des familles. Et puis, dans les années 90, c'est l'ouverture de centres d'accueil pour demandeurs d'asile, donc on dit CADA, voilà, donc 4, 2 dans l'Aube, un en Haute-Marne et un dans les Ardennes. Et puis ensuite, l'association, au fur et à mesure des besoins, a développé
d'autres établissements ou services et je vous en parlerai ensuite. Donc, sa mission, enfin son objet, c'est de faciliter l'accueil, l'hébergement, l'installation, l'adaptation et l'intégration des demandeurs d'asile, des bénéficiaires d'une protection internationale, mais aussi de toute personne en situation de précarité matérielle ou morale. Alors, donc on a implanté dans 3 départements, l'Aube, la Haute-Marne et les Ardennes. Et le siège social est dans l'Aube, près de Troyes, à la Chapelle-Saint-Luc. Donc, l'ATM, elle accompagne des demandeurs d'asile donc dans les CADA, mais aussi des hébergements d'urgence pour demandeurs d'asile. Elle accompagne des réfugiés dans l'Aube avec le dispositif Adler, dont je vous réexpliquerai après. Et puis, toute personne en situation de précarité avec de l'hébergement d'urgence, une résidence sociale et de l'ALT, c'est l'allocation logement temporaire. Alors, on propose aussi des actions de socialisation avec des ateliers sociolinguistiques, des cours de savoir de base en français et on a un conseiller numérique également. Donc, du coup, au tout départ, on a donc des personnes qu'on accueille dans les CADA ou les UDA. Ce sont donc des centres d'accueil pour demandeurs d'asile ou hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile. En tout, ça fait 180 plus 105 places dans l'Aube. Donc, ce sont des ménages qui sont orientés par l'OFII voilà, dans nos établissements. Donc, leurs missions qui sont similaires. Je ne vais pas rentrer dans le détail de la distinction entre les 2 types d'établissements. C'est l'accueil, l'hébergement et la domiciliation des demandeurs d'asile. Ensuite, c'est l'accompagnement dans les démarches administratives et juridiques, l'accompagnement sanitaire et social, le développement de partenariats avec les collectivités et le tissu associatif, et puis l'accompagnement à la sortie, notamment vers le logement. Donc, il s'agit du coup d'accompagner des demandeurs d'asile dans la procédure asile, puis et de préparer à la sortie. Et donc, c'est quelque chose qu'on prépare dès l'arrivée. Alors, donc, une fois que la demande d'asile est faite, donc, soit elle est acceptée, soit elle est rejetée. Si elle est acceptée, donc les personnes ont leur statut de réfugié, mais à ce moment-là, ils ont 3 mois pour quitter l'établissement et donc, logiquement, aller dans un logement autonome. Alors, c'est là que ça peut un petit peu se compliquer, puisqu'il y a certains freins en fait, à l'accès à ce logement autonome pour les personnes réfugiées. Donc, dans certaines situations, l'OFII est sollicité pour demander une prolongation de l'accueil en établissement des personnes réfugiées, parce que il y a différents freins à l'autonomie des personnes ou à l'accès au logement. Donc, par exemple, c'est le cas pour les familles nombreuses. Dans l'Aube, à la Chapelle-Saint-Luc, la particularité de notre CADA, c'est d'accueillir quand même des grosses compositions familiales. Parce qu'on a des logements qui sont adaptés pour ça. Il s'avère parfois compliqué de trouver des logements adaptés, puisqu'il nous faut des types 5 ou 6, et il n'y en a pas suffisamment. Donc, le temps d'attente est long, parfois, pour pouvoir obtenir ces logements. Ensuite, il y a certaines personnes réfugiées qui n'ont pas de ressources. C'est le cas des jeunes de moins de 25 ans, des personnes de moins de 25 ans qui ne peuvent prétendre au RSA. C'est aussi le cas, alors plus à la marge, mais de parents d'enfants réfugiés qui doivent attendre l'obtention de leur titre de séjour. Ensuite, un frein, ça peut être l'ouverture des droits aux prestations CAF. Parfois, c'est problématique. Ça l'était surtout pendant la période de crise sanitaire en 2020, avec quand même un allongement des délais, mais à cause de… Voilà, enfin, tout le monde était un petit peu impacté à ce moment-là. Donc, en fait, une ouverture de droit CAF qui tarde un petit peu à arriver, ça retarde d'autant l'entrée dans un logement, forcément. Voilà, donc ça allonge en même temps la durée de prise en charge dans nos structures pour les demandeurs d'asile.
Ensuite, il y a certains réfugiés qui ne sont pas suffisamment autonomes pour habiter un logement seul ou gérer seuls les obligations que cela implique. Donc, il y a un certain nombre de constats qui avaient été faits sur ce sujet et qui avaient amené à penser un dispositif d'accompagnement en fait, des réfugiés. Donc, dans l'Aube, et enfin, on en a aussi un dans la Haute-Marne, nous avons le dispositif Adler, qui est l'accompagnement dans le logement et vers l'emploi des réfugiés. C'est à peu près 50 suivis annuels dans l'Aube. Alors, ça consiste à mettre en place un accompagnement spécifique à destination des personnes qui donc, bénéficient d'une protection internationale, mais dès la sortie de leur structure d'hébergement et quand ils sont en logement autonome. Alors, pourquoi? Parce que l'instruction des procédures de demande d'asile, elle s'est quand même particulièrement accélérée ces dernières années. Donc, il y a un temps de présence en CADA ou en UDA qui est réduit et une préparation à la sortie qui est peut-être moins importante ou en tout cas parfois insuffisante. Donc, on avait constaté que les personnes sortaient des structures au profit d'un logement autonome, mais sans disposer des repères suffisants pour gérer le quotidien en autonomie. Et puis, il y avait des anciens résidents qui revenaient demander conseil aux intervenants sociaux qui étaient perdus dans les démarches et qui pouvaient se retrouver en situation d'endettement ou de rupture de droit parce qu'ils n'avaient pas réalisé les démarches indispensables. Et donc avec un risque de perdre leur logement. Donc, le dispositif Adler, il consiste en un accompagnement personnalisé des personnes réfugiées dès leur sortie du CADA, dans leur propre logement. Donc, c'est un accompagnement global, 12 mois maximum. Et l'accompagnement, il est assuré par un binôme. Donc, il y a une personne qui est chargée de l'accompagnement social et de l'accès au droit, donc avec tout le versant sur l'accompagnement autour du logement, et un chargé d'insertion professionnelle. Donc, le but, c'est que les personnes elles accèdent le plus vite possible à l'autonomie dans les actes de la vie quotidienne, dans tous les aspects, hein, notamment le logement, la mobilité, l'insertion professionnelle. Donc, voilà, donc ça, c'est un premier volet au niveau de la ATM. Ensuite, nous avons d'autres réfugiés qui, du fait d'un manque d'autonomie ou du fait d'une vulnérabilité, n'accèdent pas au logement autonome. Donc, certains sont orientés vers des centres provisoires d'hébergement. Là, c'est un dispositif dans le cadre du DNA. Donc, nous n'en avons pas dans l'eau. On oriente vers des partenaires, enfin, ce sont d'autres partenaires qui prennent le relais. Et d'autres sont accueillis dans des structures d'hébergement, de logement accompagné. Donc, nous, on a d'autres dispositifs qui accueillent parfois certains réfugiés. Donc, on a la résidence sociale. Donc, c'est la transformation de l'ancien foyer de travailleurs migrants, en fait, qui est devenu résidence sociale. Donc là, c'est pour répondre aux besoins de logement temporaire de populations avec des profils très, très divers, mais qui ont des difficultés d'ordre économique ou social et non social. Donc, c'est des logements temporaires meublés et des espaces collectifs, donc avec quand même un soutien, une aide, une présence. Nous concernant, on a un travailleur social qui intervient sur la résidence sociale. On a aussi des réfugiés qui sont accueillis sur les places ALT, allocation de logement temporaire ou hôtel social. Donc là, le but, c'est d'accueillir un public qui relève du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées. Donc, c'est mettre à disposition des logements à titre temporaire, soit parce que les personnes n'ont pas accès aux aides au logement, soit parce qu'elles ne sont pas hébergées en CHRS. En fait. Ça vient pallier à d'autres choses. Et enfin, on a aussi des personnes qui sont à l'hébergement d'urgence. Donc là, qui consiste en une protection et puis une mise à l'abri des personnes qui sont à la rue. Donc, c'est dans le cadre du 115 et du SAMU social. Voilà, donc là, c'est pareil, là, il y a aussi de l'intervention sociale sur l'hébergement d'urgence.
Voilà. Alors ensuite, bon, voilà, au-delà de ça, l'ATM, elle a aussi voilà, vocation à travailler en réseau et en partenariat. Bon, à ce titre, on a par exemple le fait qu'on soit membre du bureau de l'association de la Cador, qui gère justement le 115 sur le département de l'Aube, qui gère le SIAO, Service intégré d'accueil et d'orientation. Donc, voilà, ça nous permet de travailler en partenariat et en réseau aussi avec les autres opérateurs qui travaillent avec les réfugiés. On situe donc toutes nos actions dans une logique partenariale, mais aussi avec différents services tels que la DSPP, la préfecture. On sollicite aussi en cas de blocage sur certains dossiers en matière d'accès au logement. Alors, il faut aussi citer la CAF, avec qui d'ailleurs nous sommes en cours de signature d'une convention pour fluidifier le traitement des droits et des droits des allocataires réfugiés et assurer le continuum du parcours d'intégration. Donc ça, on a justement parlé hier avec la CAF, donc c'est une avancée importante qu'il faut souligner. On travaille aussi forcément avec les partenaires locaux, les services sociaux des territoires, etc. Donc après, voilà quelques petites pistes, projets ou de réflexion. Nous, notre souhait, c'est de continuer à développer aussi le partenariat avec les bailleurs sociaux, mais aussi au niveau opérationnel pour suivre au plus près les demandes de logement des personnes réfugiées. Voilà, pouvoir vraiment bien les accompagner et voilà, faire en sorte qu'elles puissent obtenir leur logement assez rapidement. À noter qu'on travaille actuellement sur un projet de pension de famille qui viendra en complément des autres actions en faveur du logement accompagné. Voilà, bon, par contre, ce projet n'est pas pensé en direction des personnes réfugiées. Nos réflexions, elles nous amènent plutôt à envisager l'intermédiation locative. Voilà, vous l'avez évoqué tout à l'heure, hein, donc ça permet de mettre un tiers entre le locataire et soit un bailleur social, soit un bailleur privé. C'est vrai que ce serait peut-être intéressant quand même d'ouvrir un petit peu le parc locatif privé, certainement. En tout cas, c'est à étudier. On est vraiment au stade de réflexion. Et puis, voilà, pour conclure, je voulais juste dire que le logement, voilà, ils sont évoqués comme un des piliers de l'intégration avec l'emploi. Alors, c'est vrai que l'emploi est souvent mis bien en avant, mais l'intégration des réfugiés, c'est aussi l'intégration sociale, culturelle, etc. Enfin, c'est beaucoup de composantes, en tout cas, dans cette intégration qui sont appréhendées ensemble dans une approche globale. Et par exemple, la localisation d'un logement, c'est aussi un point important parce que ça va influer sur d'autres domaines de la vie quotidienne et de l'intégration, selon la proximité des services publics, des transports en commun, la richesse du tissu associatif, la présence de commerce, le bassin d'emploi, voilà, et la présence ou pas de services sociaux aussi de proximité. Donc, ça va modifier le type d'accompagnement que nous, on va proposer. Et puis, ça va modifier aussi le type peut-être d'intégration des personnes. Ce sera facilitateur ou peut-être pas. En tout cas, nous, nos équipes s'efforcent de travailler sur tous ces aspects pour favoriser l'intégration. Je vais du coup passer la parole à Pierre-Louis Ric, directeur adjoint sur le pôle Asile et Réfugiés de l'association Foyer Notre-Dame, qui intervient notamment sur Strasbourg. Bonjour à tout le monde. Donc oui, Pierre-Louis Ric, directeur adjoint au pôle asile de l'association du Foyer Notre-Dame, la FND. Je vous propose de lancer, je vais essayer de lancer Alors, un si vous PowerPoint. avez, normalement, ça devrait être bon sur l'écran partagé, mais si vous n'avez pas, vous me le dites. Allez-y. Attendez, je vais essayer. Non, c'est pas ça. Attendez. Il faut que votre document soit ouvert.
en arrière-plan. Sinon, j'essaye de mon Pas côté. pour document. Alors, attendez, il faut que je sorte de… Oula, je me Vous allez sur écran partagé, en bas de l'écran. Vous cliquez sur écran partagé. Vous voyez? Non, je le vois plus parce que j'ai lancé un document que je ne voulais pas lancer par erreur. Bon, je vais regarder peut-être de mon côté, l'ouvrir, et puis je vais vous le mettre. Ouais. Muriel, on le voit là à l'écran, nous. Ah, bah vous le voyez? Oui. Bah oui, il est là. C'est bon? Oui. Attendez, ouais. Attendez un instant. Alors, Monsieur Rick ne le voit pas, en fait, je pense. Je ne le vois pas, c'est ça. C'est mon problème. Si vous ne le voyez pas, c'est sûr. Mais il part de chez vous, là. Et moi, je ne peux pas le bouger. Et là, on est sur la slide, la diapositive de la fin, en fait. La dernière. C'est bon. Là, voilà. La première. C'est bon? Oui, ok, c'est bon pour moi. Donc, je vais essayer de lancer. Ok. Donc, moi, j'ai rejoint l'association du Foyer Notre-Dame l'an dernier, en 2020. Je suis issu du secteur de l'insertion sociale, donc c'est ma spécialité, l'insertion sociale par le logement, l'emploi. Je suis un peu moins pointu, je vais dire que je suis encore en formation sur toutes les questions relatives au parcours d'asile, hein, c'est moi ma spécialité. Et donc voilà, ma mission était de réorganiser justement réorganiser un service d'insertion qui comprend l'insertion par le logement, forcément en amont l'insertion vers l'emploi. Donc voilà, donc j'ai développé depuis un an, donc j'ai réorganisé un service qui reprend des équipes d'animateurs, une équipe de conseillers en insertion professionnelle et une équipe chargée de mission logement. Je vais passer à la présentation peut-être donc du pôle asile, donc qui gère une SPADA, une structure de premier accueil demandeurs d'asile, qui gère un UDA, hébergement d'urgence demandeurs d'asile, un CADA, un CPH, et puis une action d'insertion par l'emploi et le logement pour des publics bénéficiaires d'une régularisation préfectorale. Et enfin, un dispositif qui s'appelle Hors les murs, qui ne propose pas d'hébergement, mais qui met en œuvre des mesures de type accompagnement vers et dans le logement, et puis des mesures d'accompagnement d'entrée dans le logement. Voilà, à partir des publics issus soit des hébergements hôteliers, donc l'hébergement très précaire, ou alors des publics sortant de des dispositifs type CADA, CPH, UDA, etc. Donc voilà, donc ces différents dispositifs que nous gérons, tous ont au moins la mission à un moment donné, quand les publics sont effectivement les familles, les ménages obtiennent le statut de réfugié, ont au moins entre autres la mission de sortir ces ménages de nos dispositifs et par l'insertion par le logement. Donc au CADA par exemple, donc on a accès, donc les ménages peuvent être sortis soit par un relogement direct, hein, donc à partir de, donc les travailleurs sociaux instruisent les demandes de relogement dès que le ménage ou la personne isolée obtient son statut de réfugié. Donc il y a une demande de logement qui est instruite, qui est suivie par le travailleur social, et voilà. Et
Donc, l'équipe que j'ai réorganisée en face, pour favoriser donc l'insertion, notamment par le logement, avec nos deux chargés de mission logement, viennent en soutien aux travailleurs sociaux qui instruisent ces demandes et qui font le suivi de ces demandes de logement. Voilà. Donc, ce service de logement qui vient en complément, on a donc du coup, il y avait initialement une personne qui était plus spécifiquement chargée de prospecter parmi les bailleurs sociaux, de construire le réseau, un réseau avec les bailleurs sociaux, d'entretenir des relations avec les bailleurs sociaux de façon à venir compléter, soutenir les différentes demandes des différents ménages accueillis dans nos différents établissements. Voilà. Et puis, depuis donc, 2020, on a créé aussi un poste, donc un deuxième poste de chargé de mission logement, plus spécifiquement pour prospecter du côté du parc privé, pour venir compléter l'offre de logement du parc social. Donc, c'est une expérience qu'on a souhaité démarrer, voir si voilà, est-ce que ça pouvait apporter un réel plus aux actions de relogement de nos publics. Donc, c'est une action qui a été démarrée donc, en 2020, en pleine crise sanitaire. Donc, aujourd'hui, c'est un petit peu difficile de prendre un certain recul et puis d'analyser un petit peu le plus qu'effectivement a pu apporter cet investissement vers le parc privé. Et en tout cas, ça a permis de compléter l'offre qu'on avait déjà du parc social et voilà, et puis de démarrer en même temps une première expérience avec un service d'intermédiation locative, donc avec le parc privé. Et donc, voilà, ce sont des choses qui évoluent et pour l'instant, ça semble, l'évolution a l'air plutôt satisfaisante. Elle permet de compléter l'offre du parc social sans que je puisse aujourd'hui vous donner les chiffres de la réelle plus-value que ça peut apporter. Voilà. Moi, je souhaitais faire le lien aussi par rapport à l'insertion vers le logement, l'accompagnement vers le logement et dans le logement, avec la nécessité de relier ce travail d'accompagnement avec l'accompagnement aussi vers l'emploi, puisque on accueille aussi dans nos dispositifs, donc le CADA ou au CPH, des personnes isolées, moins de 25 ans, qui n'ont pas les ressources suffisantes pour, déjà, qui n'ont pas de ressources du tout pour accéder ne serait-ce qu'au logement social et encore moins pour accéder au logement privé qui, on sait que les loyers sont souvent supérieurs au logement social. Et donc, on a dû développer aussi, donc, ce que je disais en amont, un service d'accompagnement vers l'emploi pour faciliter l'accès au logement ensuite, voilà. En tout cas pour les moins de 25 ans, mais aussi pour les ménages au-dessus de 25 ans qui pourraient aussi accéder au parc privé du coup. Parc privé qui, comme je disais tout à l'heure, est un peu plus onéreux, même si on parvient de plus en plus à trouver des propriétaires privés qui
seraient prêts à nous mettre à disposition leur logement ou à nos publics, en tout cas, moyennant des loyers qui sont finalement assez proches des loyers pratiqués dans le parc social. Donc, voilà. Je voulais aussi, par rapport à cette évolution vers le parc privé, aussi dire, pour réagir un petit peu par rapport à ce qu'il a été dit tout à l'heure, que les difficultés qu'on rencontre pour prospecter dans le parc privé sont pas tant d'ordre par rapport au profil de nos publics d'origine étrangère, en tout cas, moins que, en tout cas, le côté, les propriétaires sont plutôt inquiets de savoir pouvoir louer leur logement à des ménages qui soient en capacité d'habiter le logement voilà, dans les meilleures conditions, et des propriétaires qui sont plutôt inquiets de prendre le risque de voir leur logement dégradé, leur bien se dégrader. Et donc, on fait un vrai travail de présentation de nos publics, de communication pour toujours plus élargir notre réseau de propriétaires privés et puis faciliter justement voilà, l'accès aussi au parc privé de nos publics. Je reviens sur le parc social. Donc, notre chargé de mission logement, plutôt responsable du parc social, lui, pareil, de la même manière, il a développé son réseau avec les bailleurs sociaux, donc sur l'Eurométropole strasbourgeoise, voire au-delà de l'Eurométropole strasbourgeoise. Et le succès qu'il a est dû justement au niveau de communication qu'il a réussi à établir avec les bailleurs sociaux, la connaissance qu'il apporte de nos publics, et qui vient en appui, donc en appui aux demandes de logements sociaux de chacun des ménages qu'on oriente vers le parc social. Et donc, il y a un vrai travail de fond qui est fait aussi avec les bailleurs sociaux, une bonne communication, et qui fait que finalement, on arrive finalement à remplir nos missions en matière de logement social. Voilà pour ma présentation. J'en ai fini. Je n'ai pas passé toutes les diapositives d'ailleurs, mais bon, ça présentait nos différentes structures, établissements, et avec la particularité de ce service-là, hors les murs, donc là où on ne propose pas d'hébergement, on est plutôt sur des sorties de dispositifs hôteliers, de ménages hébergés dans des dispositifs hôteliers, et puis sorties de nos structures. Donc, voilà. Donc là, notre service logement vient en appui de ce service-là, des travailleurs sociaux qui établissent les demandes de logement et viennent compléter voilà, avec le travail relationnel avec les bailleurs sociaux et puis le parc privé. Ce que je proposerais peut-être, c'est à Madame Violaine Lavaux, qui nous a rejoint entre-temps. Elle m'avait prévenu de son retard, donc qui est directrice de la location accompagnée et de l'hébergement à la structure AMLI,
Batigère, notamment en Moselle, d'intervenir. Merci à vous pour l'invitation. J'ai écouté avec attention, en tout cas, les quelques 20 minutes que j'ai pu capter de ce séminaire. Et je me retrouve en fait beaucoup dans les propos que j'avais préparés pour introduire mon intervention. Puisqu'au sein d'Amli, le logement, on pourrait dire, est dans notre ADN, la question du logement est dans notre ADN, puisque l'association a été créée en 1965 pour gérer les foyers de travailleurs migrants construits à la demande des entreprises sidérurgiques du sillon mosellan. Donc à l'époque, le M voulait dire mosellan, et il répondait à un vrai besoin d'hébergement. Je vous disais, c'est que l'association a été créée en 1965, donc directement pour répondre aux besoins des entreprises locales dans le bassin sidérurgique en Moselle. Et puis, l'association s'appelait Association Mosellane pour le logement des isolés. C'était seulement en 1975 que le M de Mosellane a été remplacé par le M de mieux-être. Et donc, l'association s'appelle aujourd'hui Association pour le mieux-être et le logement des isolés. Voilà. Alors, vous avez sans doute remarqué le petit B qui est en haut de notre logo. Il s'agit du B de Batigère, puisque Amli est une association du réseau Batigère, d'où le double lien, en tout cas, de nos activités avec le logement. L'insertion par le logement par le logement et l'emploi, c'est un enjeu fondamental pour l'association Amli, pour les publics accueillis. Alors, vous dire que l'association est reconnue pour son expertise sociale dans le champ du logement et de l'accompagnement des plus fragiles. Et elle est porteuse de la signature qu'on appelle le trait social, alors qu'on écrit nous TRAIT comme le lien, et pas TRES, qui serait plus stigmatisant. Et nous œuvrons pour l'accompagnement et la construction de solutions de logement adaptées aux isolés et aux plus fragiles. Donc, on offre une proposition complémentaire lors du premier accueil à l'insertion, je vous détaillerai un petit peu plus tard, en plus-value sur les territoires. Et donc, au-delà de cette thématique, l'association est représentée au niveau du board du LABER, piloté par Alain Régnier, délégué interministériel chargé de l'accueil et de l'intégration des réfugiés, dans lequel la question de l'intégration des réfugiés sur le volet social et socio-professionnel est primordiale. Voilà, le lien emploi-logement, c'est une thématique prioritaire pour nous. Elle a d'ailleurs été à nouveau abordée au travers du lab organisé par l'association qui s'est tenu le 18 novembre pour ceux qui pouvaient y être présents. Alors, fluidifier les parcours, puisque c'est là tout l'enjeu de la question du logement, c'est d'abord pour nous structurer une compétence en matière d'accompagnement vers l'insertion pour les réfugiés, les résidents et les locataires du réseau Batigère. Ça rejoint, je pense, ce qui s'est dit autour des profils travaillés par la première intervenante. Lever également les freins en matière d'accès au logement. Optimiser des passerelles emploi-logement et logement-emploi, les deux étant intimement liés. Et enfin, consolider les partenariats locaux afin de créer un véritable réseau qui réponde aux besoins des publics. Alors, très rapidement, vous présenter les activités d'Amli. Donc, Amli possède 5 métiers que sont l'action sociale, l'ingénierie sociale urbaine, la location accompagnée, le développement et l'hébergement. En termes d'activités, sur le volet de location accompagnée, donc nous proposons 3639 solutions logement au 31 décembre 2020. Pour tous les publics qui le nécessiteraient. Donc, on a des résidences autonomie pour les personnes de plus de 60 ans autonomes, des foyers de travailleurs migrants, des résidences sociales, du logement diffus, des résidences saisonnières également pour les jeunes actifs en mobilité, des pensions de famille, tout récemment une résidence d'accueil également qui ouvrira ses portes en décembre, et enfin un volet résidence jeunes actifs, foyer de jeunes travailleurs et résidence étudiante. Sur le volet hébergement, puisque c'est celui-là qui nous intéresse, nous gérons 3156 places au 31 décembre 2020, dont 2694 dans le Grand Est. Alors, le Grand Est, c'est Moselle, Meurthe-et-Moselle et le Bas-Rhin. Également 462 en Île-de-France. Voilà, donc nous avons 2035 places en CAD AHU, DA et AHU, 160 places de premier accueil en CAES, 462 places en CHU et enfin 499 places alors, en HUAS et en dispositif d'intégration des réfugiés
dans les logements. Voilà, donc c'est la partie qui va un peu plus nous intéresser ici. Alors, j'ai axé du coup le propos autour de la promotion de 2 actions principales qui sont portées par Amélie sur la thématique du logement pour les réfugiés. Donc, la première action, c'est le développement d'une compétence dédiée à l'insertion sociale et professionnelle, alors qu'on appelle des CISP, conseillers en insertion socio-professionnelle. C'est une action qui a débuté en septembre 2018, qui est toujours en cours. On a commencé par une collaboratrice. On vient de recruter la 5e personne la semaine dernière et on a encore 2 embauches supplémentaires à venir. Alors, les 5 personnes travaillent sur la Moselle, Meurthe-et-Moselle et le Bas-Rhin sur la partie hébergement, la fluidification des personnes sortantes de l'asile, donc nos réfugiés. Et puis, les 2 embauches supplémentaires vont venir de manière assez complémentaire sur le parc du logement accompagné pour fluidifier aussi les sorties de résidences sociales, par exemple, et pouvoir proposer des places éventuellement à nos réfugiés ensuite. Les objectifs donc, de cette compétence, c'est d'accompagner les réfugiés vers les structures d'hébergement, d'accompagner les réfugiés des structures d'hébergement uniquement Amélie vers l'insertion professionnelle avec pour objectif final d'intégrer un parc locatif et de lever tous les freins en matière d'insertion. L'orientation se fait sur mandatement des travailleurs sociaux. Il est mis en place un accompagnement renforcé et personnalisé aux hébergés dès la fin des cours de FLE prescrits par l'OFII. La signature d'un contrat d'engagement mutuel avec le résident a pour objectif de le rendre acteur de son accompagnement vers l'emploi et le logement. Et enfin, l'objectif pour nous est de les orienter le plus possible vers les dispositifs de droit commun. Donc, on citera Pôle emploi, mission locale, les dispositifs de logement autonome ou accompagner les journées portes ouvertes pour l'emploi également. Et enfin, de réaliser des ateliers collectifs. Voilà, c'est le pendant de l'animation un petit peu de l'accompagnement individuel autour de l'emploi, mais également autour de la gestion d'un budget, des droits et devoirs du locataire, de l'ouverture des compteurs, de la demande APL, voilà, tous les sujets qui vont préoccuper le réfugié en recherche de logement. Voilà, ça c'est une première action. La deuxième action, c'est un dispositif qu'on appelle DALIR, dispositif d'accompagnement vers le logement et l'insertion des réfugiés. L'objectif est né, le projet est né en 2016, c'est une expérimentation qui a pu se constituer sur une enveloppe constituée qui a tenu jusque fin 2020. À compter de 2002, ce dispositif sera transformé en intermédiation locative réfugiée. Donc, on sent bien la bascule, en tout cas, du dispositif d'hébergement vers le logement d'abord. L'équipe est composée de 4 travailleurs sociaux et sur un parc de 100 logements. L'objet de la création de ce dispositif était le constat qu'il était très difficile de capter des petites typologies accessibles aux personnes isolées notamment, que les personnes qui accèdent au logement avaient encore besoin d'un accompagnement et qu'il y avait une vraie nécessité de fluidifier le parcours pour libérer des places. Les prescripteurs chez nous sont variés. On a plusieurs opérateurs locaux qui orientent vers ce dispositif, qui se situent donc en Moselle, mais également les CCAS, les CMS, les chantiers d'insertion. Toutes les orientations transitent vers le SIAO, qui nous propose des logements, et visent à la sortie des hommes isolés statutaires de l'hébergement d'urgence vers le logement. Voilà, lors de son intégration, la personne orientée signe un contrat d'accompagnement social pour une durée maximale de 12 mois. Se déroule ensuite un accompagnement social renforcé avec de l'accompagnement physique si besoin. L'accompagnement social peut aller jusqu'au travail de la réunification familiale. C'est souvent le cas d'ailleurs. Au bout de la période, et si la situation le permet, s'opère un glissement de bail, c'est-à-dire qu'on va être sur un parc glissant puisqu'il va falloir le reconstituer au fur et à mesure. Alors, ce DALIR est une expérimentation des destination des réfugiés. On est également attributaire d'un marché public qui s'appelle HUAS, hébergement d'urgence avec accompagnement social, à destination de régulariser, voilà, pour lequel, même si ce ne sont pas des primo-arrivants, la mécanique est la même.
Alors, les actions à venir, nous avons obtenu l'autorisation et le soutien des services de l'État pour la création d'une unité à destination des jeunes de moins de 25 ans sans ressources, dans le même cadre que cette intermédiation locative réfugiée ou d'ALIR. L'objectif est d'accompagner très, très rapidement le jeune en insertion, orienté par le SIAO vers l'emploi, afin de permettre une sortie positive vers le logement très rapidement. Bien évidemment, comme il n'y a pas de ressources et du fait de son âge, il n'y aura pas d'aide, ça nécessite une avance de la redevance, le temps de débloquer les ressources et des moyens de subsistance qui seront financés par le dispositif. Dans ce cadre-là, donc une conseillère en insertion socio-professionnelle, issue typiquement de la mission locale et des dispositifs à destination des jeunes, a été recrutée, voilà, pour les accompagner dans leur insertion professionnelle. Alors, vous m'aviez questionné sur le public accompagné. Alors, quelques chiffres assez rapidement, mais je répondrai à vos questions ensuite. Alors, en 2020, ces chiffres sont un petit peu en berne par rapport à 2019 pour cause de crise sanitaire et d'inertie des mouvements. Mais le DALIR, donc 4 ETP, est basé en Moselle. 111 ménages ont été accompagnés pour 152 personnes. Ils ont bien sûr été orientés par le SIAO. 64% sont des hommes isolés. 48 ménages pour 68 personnes sont sortis du DALIR au cours de l'année 2020. 29 vers un logement autonome et 3 glissements de bail. Voilà. Et il y a également des orientations vers du logement accompagné. Ça peut être l'orientation en pension de famille, en intermédiation locative ou en autre dispositif que la situation individuelle de la personne nécessiterait. Au niveau du pôle de conseiller en insertion socio-professionnelle, donc sur la base de 4 ETP en 2020, en Moselle et Meurthe-et-Moselle uniquement sur 2020, 150 personnes ont été accompagnées, issus des dispositifs d'hébergement admis. 55% ont entre 25 et 40 ans et 60% sont des hommes. 34% sont sortis vers le parc social. Alors, les freins liés à l'accès au logement. J'ai essayé de revenir ça en grande thématique. La première question, le premier frein, c'est de trouver de l'immobilier, avec un parc social saturé, mais je pense que ça a été dit, et un manque de mobilité sur les secteurs urbains, notamment. Manque d'offres de petits logements à tarifs abordables. La question de l'accessibilité liée aux vulnérabilités de plus en plus importantes des publics que nous accueillons se pose. Et l'accès aux dispositifs de location accompagnée, notamment les pensions de famille et résidences d'accueil. Et puis, peut-être la notion de logement rêvé par le bénéficiaire lui-même, qui peut parfois refuser une offre de logement parce que ça ne correspond pas du tout en fait, à ce qu'il avait projeté de son logement. Alors, pour faire le parallèle entre les freins et les leviers qu'on a pu mettre en place, on travaille étroitement avec beaucoup de bailleurs, bien sûr avec Batigère en premier lieu, mais pas que, avec une quinzaine de bailleurs au moins, bailleurs sociaux, mais également des bailleurs privés, notamment via des fédérations ou des sociétés immobilières telles que la FNAIM ou Quadral, pour ne citer que. Et ce qui fait qu'on arrive à capter du logement, c'est le travail de pédagogie qu'on fait vis-à-vis des agences, en leur expliquant qu'en fait, louer un logement à un dispositif… Ah, j'entends quelqu'un. Louer un logement à un dispositif tel que nous ou à quelqu'un qui a transité par un dispositif, en fait, c'est du gagnant-gagnant pour eux. C'est du gagnant-gagnant parce que il y a la garantie d'avoir un interlocuteur au bout du téléphone qui intervienne dans les problèmes locatifs. C'est un dispositif également qui va permettre de garantir le paiement du loyer et limiter l'impayé, qui va garantir les travaux de remise en état du logement au besoin et qui va faire en quelque sorte une période transitoire d'essai ou de mise en confiance, en tout cas vis-à-vis du bailleur, avant de glisser le bail pour la personne occupante. Autre frein rencontré, c'est la question de l'éligibilité des personnes au logement. Donc, il y a bien sûr la question de la solvabilité pour les moins de 25 ans qui se pose.
La question de la régularité administrative, notamment avec parfois des interruptions de titre de séjour qu'il est très difficile de récupérer, liées probablement à la fermeture des administrations au grand public, en tout cas dans un premier temps, mais on constate encore des difficultés à avoir des fonds de dossier complets. Et puis, les ménages à droit incomplet, quand une personne est réfugiée et que les autres ne le sont pas encore, dans le calcul des droits PL, ça compte. Voilà, donc il y a tout il y a beaucoup de choses qui jouent dans ce cadre-là. La question de l'éligibilité des sortants d'hébergement est également permise grâce à l'inscription au CIPLO et au CTIB qui se tiennent en présence des bailleurs, qui font le lien entre le monde de l'hébergement et le monde du logement, qui malheureusement ne se tiennent plus en présentiel actuellement, mais qui devraient pouvoir se tenir, j'espère, prochainement à nouveau en présentiel. Si je peux me permettre, Oui. c'est peut-être que moi, hein, mais CIPLO et CTIB, ça ne me parle pas du tout. Alors, le CIPLO, c'est un fichier en fait dans lequel sont recensés tous les. C'est un SNE, donc c'est la demande de logement social, mais pour les sortants de dispositifs d'hébergement. Et en fait, proposition et donc le listing est présenté aux bailleurs réunis au sein de la commission technique interbailleurs, CTIB, voilà, excusez-moi, qui statue et qui dispatche en fait les dossiers des sortants d'hébergement. Ok. Et c'est en interbailleur. Pardon ? C'est en interbailleur. En interbailleur. Et enfin, les démarches en ligne qui sont assez complexes et qu'il convient d'accompagner. Voilà, donc le levier, c'est bien évidemment un travail de partenariat et très important sur le territoire, être en prise. Alors, j'ai entendu ça tout à l'heure avec les besoins locaux du territoire et maintenir du lien sans cesse avec les acteurs. Autre axe, troisième axe, paquet de freins, en tout cas, il y a la question d'habiter la cité. Alors, Batigère dit, pour slogan Batigère, c'est bailleur citoyen, donc on y tient beaucoup. Donc, habiter la cité, c'est aussi ça. C'est également communiquer. La question de la langue française est un vrai frein à l'insertion, en tout cas des personnes réfugiées. Et on se rend compte que parfois le parcours de FLE proposé par le CIR, même s'il est très long, en fait, n'est pas suffisant. Il manque en fait de l'expérience du vécu et peut-être de la pratique, hormis ces cours, d'où l'intérêt d'arriver dans un cadre accueillant. Il y a la question des démarches liées au logement également pour habiter dans son quartier, donc l'inscription sur les listes électorales, l'inscription à la commune, aux écoles pour les enfants, l'ouverture des compteurs, vous voyez, tout un tas d'étapes qui sont nécessaires et qui peuvent être fastidieuses. La question de la pédagogie sur les droits et devoirs du locataire et enfin la question du maintien de l'ouverture sur le droit commun. Voilà. Et donc, en piste d'action, en tout cas, ce que je voulais valoriser, c'était de consolider les partenariats locaux afin de créer un véritable réseau qui réponde aux besoins des publics. Voilà. Assez rapidement, vous dire juste que Amélie travaille en parallèle sur d'autres thématiques qui se croisent avec celle du logement, notamment celle de l'accès au numérique, de l'accompagnement des vulnérabilités. Alors, ça répondra peut-être à monsieur, quand il parlait de DFTM, la question de l'humanisation, notamment avec les cuisines et les sanitaires partagés, est plus prégnante que jamais. La question de l'accessibilité également pour les grandes vulnérabilités accueillies. La question de la mobilité, quand on habite en rural sans permis de conduire, c'est compliqué d'accepter une offre de logement hors du milieu urbain. L'accompagnement à la parentalité, l'accompagnement à la scolarité qui fait partie aussi des axes d'insertion. Et puis enfin, la concertation des publics, alors qu'on aime espérer dans un objectif de symétrie des intentions. On parle notamment de projets autour du tutorat pour garder le lien alors, avec un collaborateur de Batigère et une personne réfugiée sortie vers le logement. Voilà. Merci beaucoup. Je tenais à nouveau à remercier donc Élise Amar de ATM, donc Violaine Lavaux, Bouramli et puis Pierre Luric pour le foyer Notre-Dame. Merci beaucoup
pour vos présentations, pour le temps que vous y avez mis pour les préparer et pour votre intervention et participation aujourd'hui. Merci à tous ceux qui ont participé à ces échanges.